10 juin. Je me demande souvent pourquoi je cherche si obstinément l'amour d'une jeune fille que je ne veux point séduire et que je n'épouserai jamais. Pourquoi cette coquetterie féminine? Vieira m'aime plus que la princesse Marie ne m'aimera jamais. Au moins, si cette dernière avait l'air d'une beauté invincible, je semblerais peut-être fasciné par la difficulté de l'entreprise. Mais il n'en est point ainsi. Ce n'est pas non plus ce besoin incessant d'aimer qui nous tourmente pendant les premières années de la jeunesse et nous pousse d'une femme à l'autre jusqu'à ce que nous en trouvions une qui ne puisse nous supporter. Voilà le moment où nous devenons véritablement constants, passion sans fin que l'on pourrait exprimer mathématiquement par une ligne partant d'un point et se perdant dans l'espace. Le secret de cette éternité ne gît que dans l'impossibilité où l'on est d'atteindre le but, c'est-à-dire la fin. Mais de quoi vais-je m'inquiéter? Suis-je jaloux de Grushnitski? Le malheureux, mais il n'est pas digne d'elle. Après tout, c'est peut-être la conséquence de cet insurmontable sentiment qui nous engage à détruire les plus douces erreurs de notre prochain afin d'avoir le petit plaisir de lui dire, lorsque désespéré, il nous demandera à qui il devra croire. « Mon ami, elle m'en disait autant, et tu vois, je dîne, je soupe, je dors tranquillement, et j'espère mourir sans cri et sans larmes. Et puis, il y a sans doute une immense jouissance à posséder une jeune âme qui s'épanouit à peine. Elle est comme une de ces fleurs dont les meilleurs parfums s'évaporent au contact des premiers rayons du soleil. Il faut l'accueillir à ce moment, l'aspirer jusqu'à épuisement, et puis la rejeter sur le chemin. Peut-être se trouvera-t-il quelqu'un pour la ramasser. Je ressens en moi cette insatiable avidité qui engloutit tout ce qu'elle rencontre sur son chemin. Je ne songe à la souffrance et à la joie des autres que par rapport à moi. J'y trouve l'aliment nécessaire à l'entretien des forces de mon âme. Je ne suis plus capable de faire des folies sous l'influence de la passion, et mon ambition est étouffée par les circonstances. Mais elle se produit d'une autre manière, car l'ambition n'est que la soif de la puissance, et le premier des plaisirs pour moi est de subordonner à ma volonté tous ceux qui m'entourent, et d'éveiller en eux le sentiment de l'amour, de l'attachement, de la frayeur. Et n'est-ce pas en effet la plus grande preuve et le plus grand triomphe de la puissance que d'être pour le premier venu une cause de souffrance ou de plaisir, sans avoir au-dessus de lui un droit positif? Qu'est-ce que le bonheur, si ce n'est l'orgueil assouvi? Si je croyais être le meilleur et le plus puissant des hommes, je serais heureux. Et si tous m'aimaient, je trouverais en moi des sources inépuisables d'amour. Le mal engendre le mal. Une première souffrance fait comprendre le plaisir qu'il y a à tourmenter les autres. L'idée du mal ne peut entrer dans la tête d'un homme sans qu'il ne songe à le faire. Les idées, a dit quelqu'un, c'est la création organisée. Leur naissance leur donne une forme et cette forme est l'action. Ainsi, celui dans la tête duquel naît le plus grand nombre d'idées agit plus que tous les autres. De cela, il suit qu'un homme de génie attaché au banc d'un pupitre doit mourir ou perdre l'esprit, absolument comme un homme doué d'une constitution vigoureuse, condamné à une vie sédentaire et sans exercice, mourra d'une attaque d'apoplexie. Les passions ne sont autre chose que les idées à leur première éclosion. Elles appartiennent au cœur jeune, et celui-là est un sot qui croit être agité par elles toute la vie. Bien des rivières tranquilles sont, à leur source, d'impétueux torrents, mais pas une ne bondit et n'écume jusqu'à la mer. Ce calme est souvent, sans qu'on s'en doute, un grand indice de force. La plénitude, la profondeur des sentiments et de la pensée n'admettent pas les élans furieux.
Une âme agitée par les passions se donne en tout de lourdes responsabilités et est persuadée qu'il doit en être ainsi. Elle sait que, sans les orages, la permanente ardeur du soleil la dessécherait. Elle se pénètre de sa propre vie, se caresse et se punit elle-même, comme un enfant gâté. Ce n'est que dans cette condition de connaissance de soi-même que l'homme peut apprécier la justice divine. En relisant cette page, je remarque que je me suis bien éloigné de mon sujet. Mais qu'importe, sans doute j'écris ce journal pour moi, et tout ce que je jette sur ce papier sera, avec le temps, un précieux souvenir pour moi. Grushnitsky est venu chez moi et m'a sauté au cou. Il est promu officier. Nous avons bu le champagne. Le docteur Werner est entré presque aussitôt après lui. « Je ne vous félicite pas, a-t-il dit à Grushnitsky. « Pourquoi ? Parce que votre manteau de soldat vous allait fort bien, et avouez qu'un uniforme d'officier d'infanterie fait ici aux eaux ne vous donnera rien d'intéressant. C'est évident. Jusqu'à ce jour, vous étiez une exception. Maintenant, vous serez comme tous les autres. »« Dites donc, docteur, ne m'empêchez point de me réjouir. »« Il ne sait pas, » a ajouté Grushnitsky à mon oreille. « Quelles espérances m'ont apporté ces épaulettes. Oh, épaulettes, épaulettes, vos étoiles sont les étoiles qui me guident. Non, maintenant je suis complètement heureux. »« Viendras-tu te promener avec nous sur le rempart ?» lui ai-je demandé. « Non, parce que je ne veux me montrer à la princesse Marie que lorsque mon uniforme sera prêt. »« Veux-tu que je lui apprenne ton bonheur ?»« Non, je t'en prie, ne le lui dis pas, je veux la surprendre. »« Dis-moi seulement où en sont tes affaires avec elle. » Il s'est troublé et s'est mis à réfléchir. Il avait envie de se vanter et de mentir, mais il eut des scrupules et en même temps a eu honte de dire la vérité. « Qu'en penses-tu? T'aime-t-elle » ? « Est-ce qu'elle m'aime ? Quelles idées as-tu donc, Pétchorine ? Peut-elle aimer aussitôt et quand cela serait, est-ce qu'une femme comme il faut avoue ces choses-là ? Ah, très bien. Et de même, un homme comme il faut doit garder le silence sur ses affections. Eh oui, mon ami, il en est ainsi d'une foule de choses qui ne se disent pas, mais qui se devinent. C'est vrai, seulement l'amour que nous lisons dans les yeux n'engage pas une femme comme les paroles. Prends garde, Grushnitsky, elle te trompera. Elle, a-t-il dit en levant les yeux au ciel et souriant de contentement. Tu me fais de la peine, Pétchorine. Et il est parti. Ce soir, une nombreuse société est allée se promener au pied du Proval. De l'avis des savants du lieu, ce Proval n'est pas autre chose qu'un cratère éteint. Il se trouve sur une des pentes douces du Machouk, à une verste de la ville. Un sentier étroit, bordé d'arbres et de rochers, y conduit. J'ai offert mon bras à la jeune princesse pour gravir la montagne, et elle ne m'a plus quitté pendant la promenade. Nous sommes entrés en conversation par le chapitre de la médisance. Je répétais des calomnies répandues sur nos connaissances présentes et absentes. J'ai d'abord blâmé simplement des ridicules, et puis je suis devenu plus méchant. Ma bile se soulevait. J'avais commencé par des badinages, et j'ai fini par de franches méchancetés. D'abord cela l'a amusé, et puis cela l'a effrayé. « Vous êtes un homme dangereux, » m'a-t-elle dit. « J'aimerais mieux tomber au milieu d'une forêt sous le couteau d'un assassin que de subir votre mauvaise langue. Je vous en prie, sans plaisanter, lorsque vous songerez à vous brouiller avec moi, prenez un poignard et égorgez-moi. Je crois que cela ne vous sera pas difficile. » Est-ce que j'ai l'air d'un brigand ? Vous êtes plus féroce. J'ai réfléchi un moment et ensuite je lui ai dit en prenant un air profondément ému. Oui, et telle fut ma destinée, dès ma plus tendre enfance. Tout le monde lisait sur mon visage les signes des plus mauvais penchants. Ces signes n'existaient point.
mais on les pressentait, et ils ne parurent jamais. J'étais modeste, on m'accusa d'astuce, et je devins sournois. Je ressentais profondément le bien et le mal. Personne ne me prodiguait la moindre caresse, tous m'outrageaient. Je devins vindicatif. J'étais morose, les autres enfants étaient gais et babillards. Je me sentais au-dessus d'eux, on me mit plus bas. Je devins envieux. J'étais disposé à aimer tout le monde. Personne ne me comprit. J'appris la haine. Ma jeunesse flétrie s'écoula au milieu d'une lutte entre la société et moi. Craignant de voir tourner en ridicule mes meilleurs sentiments, je les enfouis au fond de moi-même et ils s'évanouirent. J'aimais la vérité, on ne me crut pas. Je me mis à mentir. Connaissant à fond le monde et le mobile de la société, je devins habile dans la science de la vie. Et je m'aperçus que d'autres, sans la moindre habileté, étaient heureux et recevaient des honneurs et des avantages que je briguais infatigablement. Alors le désespoir naquit dans mon cœur, mais non pas ce désespoir que guérit la balle d'un pistolet, non, mais un désespoir froid et sans force, qui se cache sous un sourire aimable et bienveillant. Je devins un paralytique moral. Une moitié de mon âme languit, se dessécha et mourut. Je la coupai et la rejetai. L'autre partie s'agita et se mit à vivre dans chacune de ses parties, et personne ne remarqua cela, parce que personne ne savait l'absence de la moitié perdue. Mais vous venez de réveiller en moi son souvenir, et je vous lirai son épitaphe. Au plus grand nombre, les épitaphes paraissent ridicules, mais à moi, non. Je pense toujours à celui qui repose sous elle. Du reste, je ne vous prie point de partager mon opinion. Et si ma sortie vous paraît ridicule, riez-en. Je vous préviens que cela ne m'affligera pas le moins du monde. À ce moment, j'ai rencontré ses yeux. Ils étaient pleins de larmes. Son bras appuyé sur le mien tremblait. Ses joues étaient enflammées. Elle me plaignait. La pitié, ce sentiment auquel se laissent un peu aller toutes les femmes, a pris pied dans son cœur inexpérimenté. Pendant tout le temps de la promenade, elle a été distraite et avec cela sans coquetterie, ce qui est un bien grand symptôme. Nous sommes arrivés au Proval. Les dames ont abandonné leur cavalier, mais elle n'a pas quitté mon bras. Les saillies des élégants du lieu ne l'ont pas fait rire, et l'inclinaison des pentes écroulées sur lesquelles nous nous trouvions ne l'ont point effrayée, tandis que les autres dames criaient et se couvraient les yeux. Pendant le trajet du retour, je n'ai point recommencé notre triste conversation, mais à mes questions diverses et à mes plaisanteries, elle répondait brièvement et avec distraction. « Est-ce que vous aimez ?» lui ai-je demandé enfin. Elle m'a regardé fixement, a hoché la tête et est retombée dans sa mélancolie. Il était clair qu'elle avait quelque chose à me dire, mais elle ne savait pas par où commencer. Son sein se gonflait. Qu'était-il arrivé? Une manche de mousseline est une égide bien faible, et un courant magnétique allait de mon bras au sien. Presque toujours l'amour naît ainsi, et la plupart du temps nous nous trompons bien en pensant qu'une femme nous aime pour notre extérieur ou nos qualités morales, tandis qu'ils ne font que préparer et disposer son cœur à recevoir le feu sacré. Le moindre premier contact décide l'affaire. « N'est-ce pas vrai que j'ai été très aimable aujourd'hui ?» m'a dit la jeune princesse avec un sourire contraint quand nous sommes revenus de la promenade. Et nous nous sommes séparés. Elle est mécontente d'elle-même, s'accuse de froideur, c'est un premier triomphe fort important. Demain, elle voudra me récompenser. Je sais cela par cœur. Voilà l'ennuyeux.
12 juin. Aujourd'hui j'ai vu Viera. Elle m'a fatigué avec sa jalousie. La jeune princesse s'est imaginé, à ce qu'il paraît, de lui confier les secrets de son cœur. Il faut avouer que c'est là un heureux choix. Je devine à quoi tout cela aboutira, m'a dit Viera. Il vaut mieux me dire tout simplement dès aujourd'hui que tu l'aimes. Mais si je ne l'aime pas, alors pourquoi la poursuivre, la troubler et agiter son imagination? Oh, je te connais bien. Écoute, si tu veux que je te croie, viens dans une semaine à Kislovodsk. Après-demain, nous allons nous y fixer. La princesse reste ici plus longtemps. Trouve un logement tout à côté de nous. Nous demeurons dans une grande maison près de la source. En bas doit habiter la princesse Ligovska. Mais à côté est une maison du même propriétaire, qui est pareille à la nôtre et n'est pas encore occupée. Viendras-tu ? Je le lui promis, et aujourd'hui même j'ai envoyé arrêter le logement. Grutchnitsky est venu chez moi à 6 heures et m'a annoncé que son uniforme serait prêt pour le bal. Je pourrai enfin danser avec elle toute la soirée, et comme nous causerons, a-t-il ajouté. À quand le bal ? Mais demain ? Est-ce que tu ne le sais pas ? C'est une grande fête, et l'autorité du lieu s'est chargée elle-même de la préparer. Allons au boulevard. Pour rien au monde, avec cet affreux manteau. Comment, tu ne l'aimes déjà plus ? Je suis allé seul au boulevard et j'ai rencontré la princesse Marie. Je l'ai invitée pour la mazurka, elle s'en est montrée fort étonnée et pleine de joie. Je croyais que vous ne dansiez que par nécessité absolue, comme la fois passée, m'a-t-elle dit avec un sourire charmant. Il paraît qu'elle ne s'aperçoit pas du tout de l'absence de Grutchnitsky. Vous serez très agréablement surprise, lui ai-je dit. De quoi ? C'est un secret, que vous devinerez vous-même au bal. J'ai achevé la soirée chez les princesses. Il n'y avait personne que Viera et un vieillard très amusant. J'étais en veine d'esprit et j'ai improvisé quelques histoires assez bonnes. La jeune princesse était assise devant moi et écoutait mes contes avec une attention si profonde, si vive et si tendre, que j'en étais étonné. La cité, sa coquetterie, ses caprices, sa mine espiègle, son sourire moqueur, son regard distrait. Viera a remarqué tout cela. Sur son visage, altéré par la maladie, se peignait une profonde tristesse. Elle était assise auprès de la fenêtre dans un grand fauteuil et m'a fait réellement de la peine. J'ai raconté toute la dramatique histoire de notre rencontre, de nos amours, en déguisant le tout, bien entendu, sous des noms inventés. J'ai peint vivement ma tendresse, mes inquiétudes, mes transports, et j'ai présenté sous un jour si avantageux sa démarche, son caractère, qu'elle a dû me pardonner ma coquetterie avec la princesse. Elle s'est levée et est venue s'asseoir près de nous. Elle semblait revivre. Et nous ne nous sommes souvenus qu'à 2 heures du matin que le docteur nous avait ordonné de nous coucher à 11 heures.